Bonjour les cinquièmes. Alors comme convenu, la vidéo suivante, j'ai déjà posté une vidéo aujourd'hui pour la correction de la géographie. Là, comme je vous l'ai dit, on passe à l'histoire. Donc vous allez prendre sur votre cahier une nouvelle page et vous allez noter ce qui est là sur la page de droite. Alors comme on en a l'habitude, c'est un nouveau chapitre, c'est le chapitre 3 et c'est le dernier grand chapitre de l'année de cinquième. Donc comme c'est un nouveau chapitre, on pense bien à écrire en lettres capitales. Histoire chapitre 3, transformation de l'Europe et ouverture sur le monde, 16e, 17e siècle. Et on pense à souligner ou surligner le mot histoire ici pour qu'il se voit bien, pour qu'on comprenne bien qu'on est en histoire. Je saute une ligne, leçon 1, rouge et en rouge est souligné, le monde au temps de Charles Quint et Soliman ou Soliman le Magnifique, 15e, 5e, 16e siècle. Et je saute une ligne encore, la question qui guide notre cours, quelle expansion l'Europe connaît-elle au 15e et 16e siècle? Voilà, alors à tout moment, vous pouvez mettre sur pause pour noter. Donc, en tout cas, il faut noter ça. Ensuite, qui sont Charles Quint et Soliman? Déjà une représentation par un tableau, ici, que je vous montre. Enfin, c'est pas un tableau, c'est deux tableaux différents. Ici, on les a montés tous les deux l'un à côté de l'autre. Charles Quint à gauche, Soliman à droite. Et on va voir tout de suite qui ils sont. Regardez ici la carte. Nous sommes, donc c'est une carte du bassin méditerranéen, comme on en a l'habitude depuis la 6e, sauf que cette fois on est au 16e siècle, et vous distinguez tout de suite sur la carte deux couleurs principales, le turquoise ici et le orange là. Le turquoise c'est l'Empire ottoman. L'Empire ottoman ce sont les Turcs, des Turcs qui viennent, c'est un peuple qui vient de l'Asie centrale, et qui au Moyen-Âge, à partir du 11e siècle, arrive dans l'Empire arabo-musulman, s'installe, se convertit à l'islam et va s'étendre petit à petit tout au long du Moyen-Âge pour arriver en 1453 devant les murs ici de Constantinople. C'est parce que ce que vous remarquez sur la carte, c'est qu'il n'y a plus l'Empire byzantin. L'Empire byzantin a disparu. En 1453, l'Empire byzantin n'avait plus que sa capitale, Constantinople. Cette capitale est conquise par les Turcs ottomans, et c'est donc la fin de l'Empire byzantin et l'Empire ottoman à la place. Et puis au XVIe siècle, cet Empire ottoman s'étend à la fois vers le nord en Europe, regardez, il conquiert une grande partie de l'Europe orientale, et vers le sud avec ici les côtes d'Afrique du Nord. Ça, ce sont les conquêtes de Soliman le Magnifique, qui étend son empire de façon très importante. Et alors, de l'autre côté, vous avez ici en orange ce qu'on appelle le territoire des Habsbourg, ou l'Empire Habsbourg. La Habsbourg, c'est le nom d'une grande famille autrichienne. Et en 1519, ou plutôt, pardon, pas naît, mais prend le pouvoir, monte sur le trône Charles Quint, c'est-à-dire Charles V, et ce Charles Quint, alors, qui est-il? On ne peut pas l'associer à un pays en particulier. Il est né dans les Pays-Bas espagnols, ici à Gand. Et puis, il avait des parents et des grands-parents un peu de toute l'Europe, français, espagnol, allemand, autrichien. Il parlait lui-même plusieurs langues. Et il est lui-même, un petit peu par hasard, héritier d'un immense empire qui, par le jeu des alliances, le jeu des mariages, en fait, c'est un empire fragmenté, constitué de territoires un peu partout en Europe. Vous voyez ici, royaume de Naples en Italie du Sud, toute l'Espagne là, les Pays-Bas espagnols là, et puis des territoires en Allemagne, en Autriche, ici, dans le nord de l'Italie. Il se retrouve à la tête d'un immense empire, et d'un empire qui est la grande puissance européenne chrétienne à l'époque, et qui s'oppose donc à l'Empire ottoman, qui sont des Turcs et qui eux-mêmes progressent en Europe. Vous voyez, qui attaquent même Vienne ici en 1529, qui ne réussissent pas à la prendre, mais qui est engagé dans une conquête de l'Europe et de l'Afrique du Nord. Alors comment ça se passe? Regardez le petit texte ici. Alors pourquoi est-ce que pour ces deux empires, la Méditerranée est si importante? Lisons le texte ensemble. La Méditerranée est un espace économique capital pour l'Europe, plus que l'Atlantique, ici, car c'est là que passe l'essentiel des circuits commerciaux, dont ceux des marchands italiens qui font la richesse de l'Europe.
C'est pourquoi les Turcs qui contrôlent la Méditerranée orientale, la Méditerranée de l'Est, veulent pénétrer en Méditerranée occidentale, la Méditerranée de l'Ouest. Mais ils ne sont pas de grands marins et ils s'allient à Barberousse, pirate barbaresque, qui terrifie les populations chrétiennes et les réduit en esclavage. Barberousse devient le grand amiral de la flotte de Soliman et il exerce une pression permanente sur les côtes des possessions méditerranéennes de Charles Quint. Et cette pression permanente, vous pouvez la voir ici avec les traits turquoises. Ici, là, la côte espagnole, là, la Sardaigne et la Corse. Ici, l'Italie du Nord. Eh bien, on nous dit qu'il y a des raids musulmans. De quoi s'agit-il ? Vous avez un pirate, ici Barberousse. Barbaresque, on vous donne la définition. Ce sont des pirates musulmans basés en Afrique du Nord qui enlèvent des chrétiens sur les côtes méditerranéennes pour les vendre comme esclaves dans l'Empire ottoman. Donc on a à cette époque-là, en Méditerranée, une guerre qui se passe, donc elle se passe sur terre, mais elle se passe surtout sur mer en Méditerranée, avec des raids, c'est-à-dire des attaques rapides, un peu comme les Vikings, ce que je vous avais dit pour les Vikings, des attaques rapides, des bateaux qui arrivent, qui capturent d'autres bateaux ou qui attaquent un port, qui prennent des captifs, des prisonniers, et qui repartent aussi vite qu'ils sont arrivés. Alors, pourquoi est-ce que ce contrôle de la Méditerranée est si important ? Pour comprendre ça, une carte du grand commerce au Moyen-Âge. Le grand commerce, c'est le commerce des produits rares et chers, et un commerce qui se fait sur de longues distances. Vous avez ici deux foyers en Europe, l'Italie du Nord avec ses marchands, et l'Europe du Nord, ici, avec Bruges. Bruges, c'est une ville qui est aujourd'hui en Belgique. Et puis, ce sont deux foyers, c'est-à-dire deux espaces importants de commerce. Et quels sont les produits du grand commerce au Moyen-Âge ? Le drap, c'est-à-dire le tissu, la laine, le bois, les harengs, c'est des poissons, le blé, la fourrure, le sel, le vin, ici dans la région de Bordeaux. Donc ça, c'est ce que produit l'Europe. Et qu'est-ce que achète l'Europe ? Eh bien, de la soie qui vient de Chine, des épices qui viennent d'Inde, de Chine et d'Extrême-Orient, c'est-à-dire de l'Asie de l'Est. Plantes tinctoriales, ça veut dire les plantes qui servent à teindre, à donner une couleur aux vêtements. En Afrique, de l'or et des esclaves. Et puis là, ici en Égypte, des épices. Alors vous voyez qu'il y a deux routes importantes, la route du Nord, en passant par la mer du Nord ici, et la route du Sud, en passant par la Méditerranée. Et c'est cette route méditerranéenne qui est la plus importante, parce que c'est de là que viennent les épices. Les épices viennent d'Extrême-Orient, ce sont ensuite les Arabes musulmans, puis les Turcs musulmans qui en achètent, et puis les Européens viennent ici en acheter, d'abord aux Arabes musulmans et aux Turcs, mais s'il y a la guerre avec les Turcs, ça va être un petit peu difficile d'en acheter. Vous voyez le problème. Pourquoi les épices, c'est si important ? Donc épices, par exemple le poivre, le cardamone, curcuma, tout ça, ce sont des épices. Pourquoi c'est si important pour les Européens ? Parce qu'on est au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, il n'y a pas de frigo. Il n'y a pas de moyen de garder la nourriture au frais pendant longtemps. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Par exemple, la viande, si on ne la garde pas au frais, elle pourrit. Et si elle pourrit, elle n'est pas bonne. Alors, on avait souvent des produits qui étaient avariés. Avariés, c'est-à-dire qui avaient passé la date de péremption, qui étaient plus très bons, qui commençaient à pourrir. Parce qu'on n'avait pas de moyen de les garder au frais. Et donc, qu'est-ce qu'on faisait ? On utilisait les épices pour cacher le goût, pour masquer le goût qui commençait à tourner un peu, en particulier de la viande, et pour que cette viande, on puisse quand même la manger. On n'est pas à une époque où la nourriture était très importante, il n'y en avait pas beaucoup, et quand il y en avait, on la gâchait pas. Donc on la gardait, mais quand c'était pas très bon, on mettait des épices, et puis ça passait, ça pouvait se manger. Le goût fort de l'épice recouvrait le goût de quelque chose qui commençait un peu à périmer. Donc, ces épices, et puis d'autres choses, indispensables aux Européens, et qui passent, vous voyez ici, par la Méditerranée.
Par conséquent, le fait que les Turcs ottomans avec lesquels les Européens sont en guerre, eh bien, pose un problème. Parce que s'ils ont le contrôle de la Méditerranée, on ne va pas pouvoir se fournir en produits rares et précieux avec, lesquels étaient utilisés, achetés avant. Alors, quand je vous dis les Européens, ce n'est pas tous les Européens. Regardez le Royaume de France. On avait vu en cours que le Royaume de France, lui, s'était constitué petit à petit, avec au départ les premiers Capétiens qui sont faibles, et puis avec un tout petit domaine royal, et puis on arrive à la fin du Moyen-Âge, 15e siècle. Le domaine royal est très grand, le roi réussit enfin à prendre le contrôle sur ses grands vassaux, et on arrive à un royaume qui est puissant, qui est fort, et qui, lui, en revanche, n'est pas en guerre avec les Turcs ottomans, mais est en guerre avec les Habsbourg. Et il est tellement en guerre avec les Habsbourg qu'il va s'allier avec les Turcs ottomans. Regardez cette image, cette peinture de Titien vers 1550. On voit à gauche François Ier, roi de France, et Soliman le Magnifique à droite. Eh bien, ces deux-là font une alliance contre les Habsbourg, puisque les Habsbourg sont l'ennemi du roi de France, puisque les Habsbourg sont l'ennemi du sultan ottoman, eh bien, on s'allie. L'ennemi de ton ennemi est mon ennemi, donc on s'allie. Et on a donc une alliance pour la première fois dans l'histoire, disons, depuis le Moyen-Âge, le début du Moyen-Âge, pour la première fois, une alliance entre gens de religions différentes, entre deux puissances, le Royaume de France et l'Empire ottoman, de religions différentes, le chrétien pour les Français et musulmans pour les Turcs ottomans, eh bien, ils s'allient. Et alors, regardez cette alliance, elle est matérialisée comment? Vous avez ici dans votre manuel une représentation du siège de Nice par les flottes turques et françaises. Vous voyez, les bateaux turcs et les bateaux français font la guerre ensemble pour assiéger la ville de Nice, qui à l'époque n'est pas française. On nous dit qu'elle est sous l'autorité du duc de Savoie, et ce duc de Savoie, il est allié de Charles Quint. Donc, on assiège Nice, le pays est dévasté, 2500 captifs sont emmenés vers les marchés d'esclaves. Vous voyez l'alliance qui est matérialisée ici par le siège de Nice. Un texte ici qu'on va lire ensemble, regardez, par haine de Charles Quint, dont les possessions encerclent son royaume, François Ier s'allie à Soliman. L'ambassadeur du roi de France, François Ier à Constantinople, et le représentant du sultan Soliman le Magnifique traitent, font et concluent bonne et sûre paix et sincère concorde au nom des susdits grands seigneurs. Et roi de France, le grand seigneur c'est Soliman, durant la vie de chacun d'eux, et donc ça veut dire, ici c'est un accord qui va durer pour toute la vie de François Ier et Soliman, et pour les royaumes, et tous les lieux qu'ils tiennent et possèdent à présent et posséderont à l'avenir, de manière que tous les sujets des 10 seigneurs qui voudront puissent librement et sûrement naviguer avec navires armés et désarmés, chevaucher, venir, demeurer, converser et retourner aux ports, cités, c'est-à-dire villes, et quelconque pays les uns des autres pour leur négoce, c'est-à-dire pour leur commerce. Extrait du traité signé entre le Royaume de France et l'Empire ottoman en 1535. Alors, de quoi s'agit-il? On signe un traité pour le libre commerce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les marchands français ne seront pas attaqués par les Turcs, que ce soit sur la terre ou sur la mer. Ils pourront aller et venir librement, ils pourront naviguer ou aller à pied sans être attaqués. Et inversement, les marchands turcs ne seront pas attaqués par les Français. Vous voyez, c'est un traité, on appellerait ça aujourd'hui un traité de non-agression. On se laisse commercer les uns les autres sans s'attaquer. Et c'est très important. Vous voyez ici d'ailleurs, regardez la signature, on voit la signature de Soliman, et puis ici, en écriture turque, ce traité. Alors, donc, on en arrive... Ben voilà, en fait c'est terminé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va noter le cours, et puis je vous donnerai un petit devoir après.
Donc le cours qui est un peu long, on va le noter, c'est le petit 1, la Méditerranée au XVIe siècle, un espace de conflit. Au début de l'époque moderne, je le définis, la période de l'histoire qui va de 1492 à 1789, le contrôle de la Méditerranée devient un enjeu majeur entre deux grandes puissances. Quelles sont ces deux grandes puissances? L'Empire Habsbourg de Charles Quint, et je donne les dates de Charles Quint. Il monte sur le trône en 1519, et alors c'est pas qu'il meurt en 1555, c'est qu'il a abdiqué, c'est-à-dire qu'il a démissionné, si vous préférez. Charles Quint était à la fin de sa vie assez malade, un peu dépressif, un peu malade, et il avait abandonné carrément sa position d'empereur. Il s'est retiré dans un monastère en Espagne, et il a passé les dernières années de sa vie dans ce monastère pour y prier, et il est mort là-bas. Donc attention, ici, Charles Quint c'est un peu spécial, il monte sur le trône en 1519, mais il ne meurt pas en 1555, il quitte sa position d'empereur, et quelqu'un d'autre le remplace. Donc l'Empire Habsbourg de Charles Quint, la grande puissance européenne et chrétienne de l'époque, et l'Empire turc ottoman de Soliman le Magnifique, qui lui, voyez les dates, 1520-1566, c'est à peu près en même temps que Charles Quint. Vous voyez, on est en plein cœur du XVIe siècle, et ces deux-là règnent à peu près en même temps. Le contrôle de la Méditerranée signifie, c'est ça que vous devez avoir bien compris sur ce cours-là, le contrôle de la Méditerranée signifie le contrôle du grand commerce. Je définis grand commerce, commerce de produits rares sur de longues distances. Essentiel pour les Européens, en particulier pour l'accès aux épices. Pourquoi je vous dis tout ça? Pourquoi j'insiste autant sur les épices? Parce que vous allez voir qu'après, c'est ce qui va expliquer en grande partie le phénomène des grandes découvertes. Christophe Colomb, Magellan, etc. Donc j'insiste vraiment là-dessus. Les épices sont essentielles aux Européens. Rappelez-vous ce que je vous ai dit sur la conservation de la viande. C'est l'accès aux épices qui est essentiel aux Européens, et c'est ce qui fait qu'il y a une guerre pour le contrôle de la Méditerranée. Cependant, tous les chrétiens européens ne combattent pas Soliman. Ainsi, le roi de France, François Ier, fait une alliance avec le sultan turc, car il est lui-même ennemi de Charles Quint. Vous avez bien compris ça. Le royaume de France est encerclé par ce grand empire très puissant qui est l'Empire Habsbourg. Pour desserrer cet encerclement, eh bien, François Ier décide de faire quelque chose qui est tout à fait nouveau à l'époque. Il s'allie avec une puissance musulmane, il s'allie avec le grand empire turc pour desserrer cet encerclement de Charles Quint. Voilà, donc vous recopiez ce cours et vous allez faire les questions suivantes. Donc je vais vous mettre ça en pièce jointe. Donc vous voyez, devoir pour mardi suivant si vous êtes en 5e S et pour mercredi si vous êtes en 5e D. Recopier le cours, sans oublier ce que je vous ai mis au début, le titre de chapitre, le titre de leçon et la question. Et puis répondre ici aux 3 questions, recopier et répondez aux 3 questions que j'ai écrites ici sur la page de gauche. Voilà, je m'arrête là pour ce cours-là et je vous dis donc à la semaine prochaine en présentiel.